Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live de la semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part, le week-end a été plutôt reposant, je dois dire. C'est un peu normal puisque la semaine dernière, vous le savez sans doute, il y avait le DevFest Nantes dont je vais parler à l'instant. Et du coup, j'en ai profité ce week-end pour bien me reposer parce que j'avoue que c'était assez fatigant. Donc cette semaine, on va faire comme d'habitude, hein, on va parler d'actualité tech. Je dois avouer que j'ai pas beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. J'ai eu plein de petits trucs ce matin à faire, du coup j'ai pas full de choses, mais je pense, j'espère des choses intéressantes. Salut Nida, salut Beggy, salut Envut, j'espère que vous allez tous bien. Et ben on va commencer sans plus tarder. Donc comme je le disais, je vais vous parler du DevFest Nantes. Donc le DevFest Nantes, c'était jeudi et vendredi dernier. Donc pour les speakers, ça commençait mercredi. Et j'étais speaker avec mon ami Fabien Trégan, où nous avons donné notre talk sur la représentation des noms dans les ordinateurs. Alors attends, je vais peut-être pouvoir afficher ça à l'écran. Donc hop, voilà, donc ça c'était notre talk, ça tombait bien en plus, on le donnait jeudi matin, c'était le premier talk juste après la conférence d'ouverture, donc c'était parfait, après on a pu bien profiter. Donc c'est un talk, pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez déjà le retrouver sur Devox, c'était la première fois qu'on le donnait, donc il n'était pas parfait. Vous pouvez le retrouver sur Devox si vous voulez le voir. Sinon, sachez qu'il est possible qu'on redonne ce talk dans une conférence en début d'année. Donc je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Si on est retenu, je vous dirai où venir nous voir et ce sera avec grand plaisir de vous accueillir. Donc dans ce talk, nous on parle de représentation des nombres au sens très large du terme. On part de l'électronique très bas niveau, comme on en est arrivé au binaire. Ensuite, comment ça se passe dans les transistors. On parle de la représentation binaire, complément 1, complément 2, nombre flottant, virgule fixe, compteurs polynomiaux, etc., etc. Donc on aborde plein de sujets. Et au niveau des notes, écoutez, je pense que globalement les notes sont pas si mal par rapport aux personnes qui ont voté. Donc on remercie énormément les participants, et ça, même pour toutes les confs, pas que pour la nôtre, d'avoir pris le temps de venir mettre une petite gommette sur les talks pour voir si c'était bien adapté, s'ils ont apprécié, si c'était trop complexe ou trop théorique, ce genre de choses. Donc ça c'est cool. Et on remercie d'autant plus les personnes qui vont voir les speakers et donc nous, au passage, pour leur faire un feedback oral circonstancié, parce que ça aide toujours énormément à s'améliorer. C'est super important pour nous. Et en tout cas, nous, on se rend compte qu'on a eu des notes assez intéressantes, donc c'est plutôt pas mal, donc on est content. D'autant plus qu'on n'était pas dans notre meilleure forme. Fabien et moi, on a trouvé qu'on était moins bon que d'habitude, c'était moins fluide, mais bon, on a réussi à faire passer le sujet, et donc ça, c'est ça le principal. Sur le reste de la conf, ce qui était intéressant, hop, je vais me remettre là. Tu connais Fabien Hirel à Toulouse? Ah bah oui, ouais, Fabien, ouais. Ouais, Fabien, c'est mon co-speaker, c'est un co-speaker de rêve, Fabien. Donc sinon, sur le reste de la conf, on a été super bien accueillis mercredi par les orgas. On a eu une super soirée speaker là où il y a les machines de Nantes. Donc la galerie des machines de Nantes, ça c'est vraiment super. C'est un super endroit pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Allez voir, c'est vraiment un super endroit. Et on a eu l'opportunité, en plus de passer la soirée là-bas avec à boire et à manger, de pouvoir discuter entre speakers. C'est là que j'ai d'ailleurs, je lui passe le coucou d'ici, Katia, que j'ai rencontrée enfin IRL, qui est vraiment une super développeuse, super technicienne. On a passé un temps infini à parler de tech et ça c'était cool. Elle a fait un super workshop que je vous invite à aller voir si vous avez l'occasion de la voir en conférence. Donc voilà, donc ça a permis donc de retrouver des amis, de s'en faire des nouveaux, ça c'était cool. Sinon sur le reste de la conf, franchement la conf était énorme, 3700 personnes, c'est quand même, c'était les 10 ans du DevFest, donc 3700 personnes ça fait beaucoup.
Mais ça s'est globalement bien passé. Le code of conduct a été vraiment, je trouvais, bien respecté. Les gens étaient vraiment dans un bon mood. Ça, c'est cool. Les conférences et les conférenciers, conférencières vraiment de qualité. La soirée du jeudi soir, la soirée networking était vraiment super avec un groupe de musique pop. Donc, qui faisait des reprises, etc., qui a mis le feu avec une ambiance de folie. Franchement, c'était top. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir à aller voir beaucoup de conférences ou de discuter avec les gens, de faire un peu de réseautage, tout ça, etc. C'était vraiment cool. Les stands étaient incroyables parce que c'est des stands à thème. Ce qu'il faut savoir, c'est que le DevFest Nantes fait toujours des thèmes et cette année, c'était sur le thème de Jules Verne et j'avoue que les entreprises se sont défoncées pour faire des stands assez incroyables. Voilà, donc ça a été une super expérience. Pour moi, c'était le premier DevFest que je faisais. Super expérience, aussi bien en tant que speaker qu'en tant qu'attendee, là pour le coup. Petite mention spéciale en plus à la conférence d'Olivier Hubert qui montrait comment fabriquer un microprocesseur uniquement avec des circuits TTL. Des circuits intégrés. Ça, c'était super cool parce que comment je dirais, ça étendait un petit peu notre conférence à nous qui était un peu plus théorique et lui, il le montrait de façon pratique. Donc, c'était vraiment super sympa. En plus, il a passé une énergie folle et incroyable sur le sujet. Donc, dès que la conf sera en ligne, je vous suggère d'aller la voir, mais c'est une conf qui était incroyable à voir en live, d'autant plus de rencontrer Olivier directement sur les stands parce qu'on voit qu'il était vraiment passionné, il a transmis une passion incroyable sur son sujet, vraiment c'était top. Voilà, donc, et puis bah, tous les autres conférenciers, conférencières que j'ai pu aller voir, je ne vais pas toutes et tous les citer, mais voilà. Donc, en tout cas, c'était un super événement, vraiment très bien organisé, et donc je suis rentré vendredi soir à 23h30 chez moi, j'étais un peu claqué. Voilà. Ouais, ouais, il a une énergie incroyable, n'est-ce pas, Seb? Ouais, il a vraiment, sur scène, j'avais envie de respirer pour lui tellement il parlait, il prenait à peine le temps de respirer. Enfin, c'était vraiment génial, vraiment génial. En plus, moi, je suis électronicien à la base, donc tout ce dont il parle, ça me parle énormément et franchement, son talk était vraiment super parce que il a démontré que c'était super intéressant de construire son CPU à l'aide de circuits de zéro. En plus, il avait une démarche qui est très intéressante que je vous encourage à aller voir. Et lui, en plus, il connaissait rien, donc il a tout appris sur le tas. Et voilà, donc c'est vraiment un super talk. Voilà, vraiment. Voilà, donc bah pour le DevFest, c'est à peu près tout ce dont j'ai à dire. Donc je remercie vraiment au passage tous les organisateurs, les organisatrices, vraiment pour leur travail formidable, de nous avoir fait confiance, de nous avoir invités et puis d'avoir organisé tout ça. C'était vraiment une super conf, super édition. Donc j'ai hâte d'y retourner, j'espère l'an prochain. Et là, on va revenir sur des sujets un petit peu plus terre à terre. La semaine dernière, je vous parlais de la sortie de noyau Linux 6.1 RC1. Eh ben, sachez que la 6.1 RC2 est de sortie. Donc, Linus Torvald a produit cette version là, je sais plus, hier, je crois. Donc, il a fait les merge requests, ce genre de choses, etc. Et en fait, ce que dit Linus, c'est que cette version, cette release est anormalement, en tout cas inhabituellement large, inhabituellement grande. Donc il y a eu énormément de patchs qui ont été intégrés. Alors sachez que dans le développement du noyau Linux, souvent il y a des développeurs qui développent pendant de longues semaines, et puis il y a quand même une fenêtre de tir pour pouvoir être intégré aux versions Linux et donc aux release candidates. Et à un moment donné, bah, il s'accélère et puis certains développeurs essayent de faire passer des patchs, alors soit des patchs de correction, d'évolution, etc., soit des nouveaux pilotes, etc., un peu au dernier moment. Et il arrive qu'une des release candidates, parfois la RC1, parfois la RC2, parfois la RC7, selon le nombre de release candidates, soit anormalement grande. Et donc apparemment, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été ajoutées avec des très gros patchs et pas mal de choses. Donc voilà. Bon, après sur les features, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Donc vu que c'est une release candidate, il y a quand même toutes les features dont j'ai parlé la dernière fois qui sont en train d'être consolidées. On peut voir qu'il y a pas mal de choses qui touchent au CPU, notamment au CPU AMD. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, il y a pas mal de patchs qui sont passés pour justement
pour annuler des effets négatifs de patch qui avaient été intégrés il y a 15 ou 20 ans dessus et donc qui proposaient des problèmes de performance. Et il y a beaucoup de patchs justement sur les architectures AMD qui est une architecture qui est très dynamique quand même depuis quelques années et ça commence à devenir intéressant. Après le reste, voilà, bon, c'est des améliorations sur tout ce qui est système de stockage, XT4, il y a aussi des choses qui concernent RISC-V. Voilà, bon, pas mal de petites choses, c'est surtout pas de grosses choses visibles entre guillemets pour l'utilisateur, mais par contre des gros patchs et grosses choses qui arrivent. Donc je ne sais pas combien il y aura de release candidate avant la version 6 finale, peut-être 4, peut-être 5, peut-être 6, ça dépend, ça c'est Linus qui décidera. Mais donc voilà, donc c'est en cours, ça avance. Sachez qu'effectivement, je crois me souvenir, dites-moi si je raconte des grosses bêtises, mais que dans la version Debian Seed, donc la version instable de Debian, la version 6.0 du noyau Linux a été intégrée. Donc c'est déjà une première étape, et donc pas mal d'autres distributions commencent à intégrer la version 6 du noyau, donc c'est bien, c'est cool. Donc ça voudra dire que très probablement, mais c'est même sûr, la prochaine Debian stable qui devrait arriver, si je ne m'abuse, au milieu de l'année 2023. Normalement, ça devrait être aux alentours de juin, juillet, août ou septembre. C'est par là, en général, c'est plutôt vers le milieu de l'année. Donc, devrait bénéficier d'un noyau Linux en version 6. Voilà. Pour embrayer sur Linux, non pas sur le noyau, mais sur les distributions, j'en ai parlé cette semaine. C'est la sortie de Ubuntu 22.10. Donc, c'est une version d'octobre. Donc, c'est une version intermédiaire. Ce n'est pas une LTS. C'est Kidectic Kudu, son nom de code. Donc cette version vient améliorer l'expérience sur la 22.04 qui, elle, par contre, est une LTS et donc qui est aussi la base de Linux Mint et d'autres distributions Linux qui sont basées sur Ubuntu. Donc la version 22.10 d'Ubuntu, elle n'apporte pas de grosses améliorations. Essentiellement, j'en avais parlé dans un de mes tweets là, il y a 2-3 jours, il y a des améliorations sur Pipewire, c'est la couche audio, le noyau Linux, je ne sais plus combien, 5.19, je ne sais plus combien. Et puis des petites choses autour de tout ce qui est microcontrôleur et Raspberry Pi, etc. Donc c'est pas une version qui renouvelle le genre ou qui est révolutionnaire. Il y a une mise à jour vers la suite de compilation GCC 12. Il y a quelques outils qui ont été rajoutés. Voilà, donc c'est une version intermédiaire, donc rien de transcendant. Je crois qu'elle se base sur GNOME 42 de mémoire. Donc voilà. Donc si vous êtes déjà sur une 22.04, vous pouvez upgrader assez facilement vers une 22.10. Ça vous changera pas forcément la vie, ça vous mettra à jour quelques paquets, éventuellement vous apportera quelques outils supplémentaires, mais voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas incroyable quoi. Bon, forcément, c'est une version intermédiaire qui sort tous les 6 mois. Donc la prochaine version, ce sera au mois d'avril, donc ce sera la 23.04. Je ne sais pas du tout quel est son nom de code. J'avoue que Ubuntu, j'utilise plus depuis assez longtemps. Elle a juste la base de ma distribution favorite, qui est Linux Mint. Donc, et sur laquelle Linux Mint a retiré pas mal de choses qui sont assez propriétaires à Ubuntu. Voilà. En tout cas, comme je sais que dans l'auditoire, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Ubuntu, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être que ça peut vous apporter des choses. Voilà, salut Sambot. Sinon, pour embrayer sur quelque chose d'un peu plus sérieux, je ne sais pas si vous vous souvenez de la faille de sécurité, c'était l'an dernier, je crois, il y a un an, ça doit faire à peu près un an pile, c'était Log4Shell, et bien sachez que malheureusement, il y a une nouvelle faille de sécurité qui vient toucher la fondation Apache, ou Apache comme on dit. Donc c'est la faille Text4Shell, et oui, donc Text4Shell est une faille de sécurité qui fonctionne à peu près de la même manière que Log4Shell, donc qui est apparue le 18 octobre, donc ça fait quelques jours. Il y a une CVE qui a été faite sur le sujet, je vais vous l'afficher à l'écran, voilà. Donc cette CVE, c'est de la même manière que Log4Shell. Alors, pour rappel, Text4Shell, je vais peut-être l'afficher à l'écran. Je sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Non, c'est Common Text, pardon. C'est Common Text, voilà, je l'ai trouvé. Donc Common Text est une librairie en Java, faisant partie donc Java Commons. C'est une bibliothèque qui est spécialisée sur le traitement des chaînes de caractères de façon générale.
Donc elle a tout plein d'algorithmes dedans pour avoir des outils de recherche, faire des diffs, ce genre de choses, etc. Donc elle a plein aussi de choses qui lui permettent de faire du formatage. Et évidemment, on peut injecter des choses dans ces formatages de la même manière que pour Log4j. Et malheureusement, il y a comment dirais-je, quelques effets de bord, quelques dommages collatéraux qui font que cette bibliothèque permet d'avoir un exploit qui permet donc d'engendrer des problématiques assez pénibles. Donc si vous utilisez cette bibliothèque, alors de façon directe ou indirecte, n'oubliez pas que vous pouvez l'utiliser de façon indirecte, et ça on l'oublie parfois parce que ça peut être une des dépendances des bibliothèques que vous utilisez de façon directe dans vos dépendances. Bah évidemment, je vous suggère d'aller regarder cette CVE et de mettre à jour votre bibliothèque Common Text pour éviter d'avoir de très mauvaises surprises dans le futur, ou en tout cas au moins d'aller voir si vous l'utilisez, dans quel cadre c'est utilisé, et est-ce que la surface d'attaque est contenue le temps que vous puissiez mettre à jour. Donc il ne faut pas oublier que c'est quand même une bibliothèque qui est aussi assez répandue dans le monde Apache et dans pas mal de produits, donc voilà, il faut être ultra prudent. Donc, alors Nida, tu nous as posté un lien vers un article super intéressant. Alors attends, je vais l'afficher. Vous avez cliqué, ne quittez pas. Hop, je vais afficher ça à l'écran. Voilà. Donc Apache Common Text RCE Flow. Bah écoute, merci beaucoup pour la. Hop. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux là dans mes fenêtres, désolé. Zou. Voilà. Je me mets à l'écran gauche. Voilà. Merci beaucoup pour le lien, Nida. Donc, on va aller lire ça avec un plaisir non dissimulé. Et évidemment, quand je mettrai tout sur le replay sur YouTube, je mettrai les liens avec, dont ce lien. Donc ça, c'est cool parce que de ce que je vois, effectivement, il explique un peu comme le Log4Shell, comment fonctionne cette vulnérabilité. Est-ce que ça impacte? Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est toujours intéressant. Voilà pour ça. Globalement, j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler. Donc aujourd'hui, ouais, c'est une édition un petit peu plus courte que d'habitude. Je dois avouer que j'avais pas beaucoup de choses à partager aujourd'hui pour différentes raisons, parce que je trouve que l'actualité en ce moment est assez calme. Je sais pas si vous constatez la même chose. Je continue à faire ma veille, je trouve. Ah oui, tu as raison, Nida, je vais en parler juste après. Je suis en train de faire ma veille, mais effectivement, je vois un petit peu moins de choses intéressantes. Il y a des choses que je peux partager à l'écran, que j'ai déjà partagées. D'ailleurs, Nida en parle à l'instant. C'est effectivement la sortie d'OpenBSD. Hop, on va aller la voir directement en live, BSD. Alors j'ai parlé de FreeBSD là, il y a très peu de temps, il y a 2 jours je crois, la sortie de FreeBSD 12. FreeBSD 12 qui est une version, sachant qu'on est déjà sur la 13, qui est une version de maintenance. Donc si vous utilisez du FreeBSD sur vos plateformes en version 12, vous pouvez upgrader vers la dernière qui est la 12.4. Enfin, vous allez pouvoir, parce qu'elle n'est pas encore, c'est la release candidate 1 qui est sortie, donc préparez-vous à avoir une FreeBSD 12.4 finale qui sera disponible bientôt. Et effectivement, je l'avais pas encore échangé, je le mets à l'écran, voilà. Donc la version OpenBSD 7.2 qui a été réalisée il y a 4 jours. Donc pour rappel, OpenBSD est une distribution de type BSD qui a forqué de FreeBSD, enfin qui a forqué de BSD il y a très longtemps, et qui met un focus assez important sur tout ce qui est aspect sécurité. Donc les paquets qu'on va trouver dans cette distribution, ce sont souvent les paquets serveurs, vont être souvent parfois anciens, mais par contre ultra robustes, c'est-à-dire avec une analyse, un audit de code qui est très poussé, qui a été fait. L'OS lui-même est extrêmement robuste et très difficile, on va dire, à exploiter. Donc c'est une distribution BSD qui avance relativement lentement par rapport à d'autres distributions BSD ou des distributions Linux.
mais le focus est vraiment mis sur la sécurité, donc elle permet effectivement d'avoir des systèmes assez fiables, je dirais, en termes de sécu. Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles plateformes qui sont supportées. On voit les plateformes Ampere, il y a le support de l'Apple M2, quelques autres choses. Il y a pas mal de choses, comment je dirais, au niveau du scheduler, de la gestion des I/O, de la gestion des périphériques, tout ça qui sont ajoutés. Là, ce que je vois, c'est le SMP Improvements. C'est intéressant parce que OpenBSD n'est pas vraiment reconnu pour avoir un support SMP qui soit ultra performant. Voilà, c'est pas une distribution, en tout cas que je qualifie d'ultra performante sur tout ce qui est multiprocesseur. Il reste encore pas mal de points de contention dans tout ce qui est gestion multithread, multiprocesseur d'OpenBSD, mais en même temps, c'était pas une distribution qui était faite pour ça à l'origine, hein. Voilà, donc bon, vous irez voir, je vous mettrai le lien aussi donc, dans les commentaires sur YouTube. Et puis voilà. Et donc, Nida, tu dis OpenBSD, c'est OpenSSH entre autres. Oui, bien sûr. OpenBSD, à l'origine, c'est d'OpenBSD qui est venu OpenSSH, donc SSH que tout le monde utilise aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que, mais pas que, hein. Il y a beaucoup d'autres choses, des bibliothèques qui sont d'assez bas niveau. Je pense notamment tout ce qui touche au SSL, etc., qui viennent d'OpenBSD à la base. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'actualité en ce moment, elle n'est pas super dense. Il y a pas mal de choses. Et puis, bon, bah, en plus, sur Twitter, vous voyez qu'en ce moment, il y a quelques dramas qui émergent. Bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pensez que d'ici, quoi, à peine 20 minutes, il va y avoir le live de Titi Moby. Donc je vous suggère d'aller voir son live tout à l'heure, sachant qu'en ce moment, vu qu'il a changé de job, il est un petit peu moins régulier. Il faut profiter qu'il soit là à streamer donc le lundi midi. Je crois qu'en plus il est en train de voir s'il peut pas trouver un créneau qui est plus adapté à sa nouvelle activité. Donc voilà, donc on se donne rendez-vous tout à l'heure chez Titi Moby sur son émission Calme, comme à la maison. Et sur ces bonnes paroles, bah, moi je vais vous souhaiter une excellente semaine. N'hésitez pas à partager votre veille, à interagir, à m'envoyer des trucs, à discuter, à mettre des commentaires sur la vidéo YouTube, tout ça, etc. Ou poser des questions. Bref, donc on échange tous et toutes ensemble. Et donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!